On est le 16 décembre 2004 dans la petite ville de Skidmore, au Missouri, aux États-Unis. On a la jeune Bobby Jo Stinnett qui est âgée de 23 ans et qui est à son domicile avec une cliente à elle pour que cette cliente lui achète un chien. À 14h30, Becky Harper, donc la mère de Bobby Jo, va l'appeler pour confirmer que celle-ci sera bel et bien là à 15h30 lorsqu'elle va quitter le boulot pour venir la chercher et la ramener chez elle. Bobby Jo vont confirmer qu'elle sera là. 15h30, lorsque Becky Harper sort de son travail, elle se rend compte que sa fille n'est toujours pas là. Bon, elle va attendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes, et Bobby Jo ne se présente toujours pas, elle ne voit pas la voiture s'approcher. Becky va se mettre à marcher, et elle va finalement marcher jusqu'en direction de la maison de Bobby Jo Stinnett. Et lorsqu'elle va entrer, elle va découvrir une scène d'horreur qui va la marquer à tout jamais. En effet, elle va trouver sa fille qui est étendue de son long sur le plancher de la cuisine. Elle est dans une mare de sang et elle ne bouge pas. Elle va également remarquer que sa fille a été éventrée et que son bébé a été volé. En effet, Bobby Jo Stinnett était enceinte d'environ 8 mois. Becky va contacter immédiatement la police et une enquête va commencer. Lorsqu'on commence une enquête, c'est très important de faire ce qu'on appelle en criminologie la victimologie. On va s'intéresser tout d'abord à la victime pour ainsi essayer de connaître ses habitudes, avec qui elle parle, son passé, son emploi, des amis, des ennemis, avec qui elle a parlé dernièrement. Et on va se rendre compte que Bobby Jo Stinnett est née le 4 décembre 1981 et elle a obtenu un diplôme de la Nodaway Old High School à Graham, dans le Missouri, en 2000. Elle est née d'une famille aimante et elle est décrite comme très gentille, attentionnée, aimable, respectueuse. Elle adore les animaux, notamment les chiens et les chevaux. On sait qu'elle va se marier et, entre-temps, elle va décider d'ouvrir un élevage de chiens, notamment pour les rats terriers. À partir de là, Bobby Jo va souvent participer à des expositions canines, des salons canins, et c'est là qu'elle va se faire une petite réputation dans le monde de l'élevage de rats terriers. Elle va rencontrer beaucoup de personnes, elle va se faire des amis, des connaissances, et également des futurs clients. Elle va également s'inscrire dans un salon de discussion en ligne, donc Writer Chatter, où c'est vraiment là qu'elle va se faire le plus de clients en fait. C'est là qu'elle va conclure des ventes ou encore conclure des rencontres pour que les clients puissent venir voir les chiens qu'elle aura à vendre lorsque les portées seront prêtes. On sait qu'en début 2004, il y a des conversations dans l'ordinateur de Bobby Jo qui vont être retrouvées par la police et ces conversations-là ont été faites avec une certaine Darlene Fisher qui la suit depuis un bon moment. Darlene Fisher adore aussi les chiens, c'est une folle des rats terriers et depuis un des salons d'exposition canin où Darlene a rencontré Bobby, elles entretiennent une relation ensemble. Elles discutent beaucoup de chiens, de chevaux, mais également de la vie personnelle. Et on sait qu'en printemps 2004, donc en mai, on sait que Bobby va annoncer sur le salon de discussion Writer Chatter qu'elle est enceinte. Et ça tombe super bien parce que Darlene aussi attend un bébé au même moment. Donc, les deux femmes sont vraiment comme connectées ensemble. C'est vraiment des âmes sœurs amicales. Et Bobby Jo, elle est très, très, très contente parce que à Skidmore, il n'y a pas beaucoup de monde. Tout le monde se connaît. Il n'y a plus vraiment de nouveaux visages à connaître. Et là, elle a rencontré Darlene Fisher avec qui elle s'entend super bien. Et littéralement, elles vont vivre les mêmes étapes de la grossesse en même temps. Les mois vont donc passer et lors des discussions, les policiers vont remarquer que les femmes se parlent souvent. Et 8 mois plus tard, soit le 15 décembre 2004, Darlene et Bobby vont confirmer un rendez-vous pour le lendemain pour que Darlene Fisher puisse venir voir les chiens que Bobby a à vendre parce que elle et ses 4 enfants, parce que Darlene Fisher avait déjà 4 enfants, sont prêts à accueillir un chien, sont prêts à accueillir un rat terrier. Donc Bobby va lui prendre un rendez-vous pour le lendemain, soit le 16 décembre 2004. Et ça tombe bien parce que Darlene n'habite vraiment pas loin de
Bobby, soit à peine à 30 km. Donc, on peut dire qu'elle habite peut-être à Skidmore ou dans les villes autour. Il y a une autre chose aussi qui vient corroborer le fait que Bobby Joe Stinnett, le 16 décembre, n'était pas seule chez eux. Becky, lorsqu'elle a appelé à 14h30, elle parlait avec sa fille et elle entendait quelqu'un parler en arrière, soit la voix d'une femme. Donc, ça vient vraiment corroborer que Darlene Fisher, peut-être elle, était encore chez Bobby Joe pour acheter les chiens. Donc, les policiers vont faire une enquête à savoir s'il n'y aurait pas une Darlene Fisher qui habite à Skidmore ou tout près, mais ils ne vont trouver absolument rien. Donc, il n'y a pas de Darlene Fisher qui habite à Skidmore, ni même à 30 km du domicile de la maison de Bobby Joe Stinnett. Et donc, les policiers vont décider de plutôt se tourner vers l'adresse IP, d'où les messages avaient été envoyés à Bobby. Et cette adresse IP-là va les mener à Melbourne, dans le Kansas, au nom d'un certain Kevin Montgomery. Donc là, bon, ils trouvent ça vraiment bizarre. Et le 17 décembre, soit le lendemain du décès de Bobby Joe, les policiers vont se rendre à la ferme des Montgomery à Melbourne, dans le Kansas. Ils vont frapper à la porte et lorsque celle-ci va s'ouvrir, c'est un homme qui va lui ouvrir la porte. Ils vont voir une femme derrière l'homme, qui semble être Kevin Montgomery, qui est assis sur le canapé accompagné d'un bébé. Les policiers vont demander à la femme, qui s'appelle Darlene Fisher, à qui appartient ce bébé. Et là, Darlene Fisher va répondre que c'est le sien, elle a accouché la veille. Et là, Kevin, il va confirmer qu'en effet, elle a accouché la veille parce que on sait que Darlene l'a appelé lorsqu'elle était au boulot pour lui demander de venir la chercher dans une clinique qui est située à Topeka, toujours au Kansas, parce qu'elle venait d'accoucher. Et là, on sait que Kevin, selon son témoignage, il est allé à la clinique de Topeka et il a pris sa femme et le bébé naissant et l'a ramené à la maison. Les policiers sont très perplexes de cette coïncidence, en fait, et ils vont donc décider d'appeler la clinique de Topeka. Ils vont démentir, en fait, les affirmations de Darlene Fisher. Il n'y a aucune Darlene Fisher qui est venue accoucher d'un bébé ici. Et là, on sait que les policiers vont séparer Kevin et Darlene pour leur parler séparément, et c'est là qu'il va dire qu'en fait, ouais, non, elle n'a pas accouché à la clinique, c'est ce qu'elle a dit à son mari pour pas qu'il s'inquiète, parce qu'en fait, elle a accouché seule à la maison, et qu'il y a deux de ses amis qui lui ont dit qu'ils pourraient l'aider à accoucher, et que finalement, non, elle a accouché toute seule à la maison, et qu'après, elle s'est dit, je vais me rendre à la clinique pour voir si tout s'est bien passé, si tout est correct, et là, elle a appelé Kevin pour qu'il vienne la chercher. Et finalement, Darlene Fisher va demander à aller au poste de police avec eux pour leur dire la vérité, seulement qu'elle ne voulait pas que Kevin Montgomery soit au courant, donc Kevin Montgomery, son mari. Et c'est là que Darlene Fisher va se rendre au poste de police, et c'est là qu'on va en apprendre un peu plus sur elle. Donc, cette fameuse Darlene Fisher ne s'appelle pas Darlene Fisher, mais elle s'appelle Lisa Mary Montgomery et elle est née le 27 février 1968. Sa mère, Judy, était une alcoolique qui buvait même pendant sa grossesse et avait eu plusieurs enfants de pères différents. En tout, elle va donc se marier 5 fois. On sait que Judy et le père de Lisa vont divorcer lorsque Lisa, elle est encore très jeune. Et Judy va rencontrer un homme qui, lui, a déjà une fille qui s'appelle Diane. Donc cet homme est un militaire qui, lorsqu'il partait dans son dos, Judy se faisait garder ses enfants et se rendrait dans des bars pour boire. Donc elle pouvait boire pendant des heures et des heures pendant que ses filles, ainsi que Diane, se faisaient garder. On sait que Judy engageait pas mal n'importe quel babysitter pour garder les filles. En fait, elle en arrivait rien à faire. Elle s'en foutait carrément de la sécurité de ses enfants. Et souvent, les babysitters étaient des hommes. Et c'est là que ça se corse. Tandis que Lisa avait 3 ans et que Diane en avait 7, lorsque les deux filles étaient dans leur chambre et qu'elles y dormaient, il y a des babysitters qui entraient dans la chambre et agressaient sexuellement Diane pendant que
Lisa était couchée à côté. Et il fallait que Lisa fasse semblant de dormir parce que sinon, elle aussi, elle allait se faire agresser. Le couple entre Judy et le père de Diane va très très mal. En fait, lui, il part souvent et elle boit énormément. Judy, elle s'occupe pas des filles. Et ça va vraiment mal dans le couple. C'est un couple très toxique, ce qui fait que ils vont vite se séparer. Et malheureusement, et je comprends pas pourquoi, le père de Diane va juste disparaître. Il va laisser Diane avec Judy, ainsi que les autres enfants et Lisa. Les filles vont continuer de se faire garder par des babysitters qui, encore une fois, vont les agresser, notamment Diane. Et lorsque Diane a 8 ans et que Lisa a 4 ans, la garde de Diane va être retirée à Judy et on sait que Diane va être envoyée dans un foyer d'accueil et plus tard, elle va être adoptée par une famille super aimante. Mais pourtant, Lisa, elle va être délaissée et elle va être laissée aux soins, plutôt aux mains de Judy. On sait que lorsque Lisa était plus jeune, Judy va avoir énormément de partenaires et c'était des partenaires vraiment très toxiques qui étaient des abuseurs mais également des agresseurs. Elle n'a jamais vraiment changé de pattern, hein? Elle était toujours dans ce genre de type d'homme-là. C'était des hommes qu'elle rencontrait dans des vieux bars. Bon, je veux dire, il n'y a pas de jugement, là. On peut rencontrer un homme dans un bar puis c'est un homme très très gentil, mais dans son cas à elle, elle restait tout le temps, c'était tout le temps le même pattern. Elle rencontrait jamais des personnes qui étaient de bonnes personnes, c'était toujours des personnes très toxiques, c'était des hommes qui étaient très violents, abusifs, puis alcooliques comme elle. Donc, c'est sûr qu'aucune relation n'était bonne, n'était stable et n'était sécuritaire pour Lisa. Mais je pense que le pire beau-père qu'elle a pu avoir, il s'appelle Jack Kleiner. On sait que Jack Kleiner va vite emménager avec Judy et Lisa, où elle vit dans une très grande maison avec un grand terrain et Jack va aménager une caravane dans le fond de la cour qui va insonoriser, qui va isoler et c'est vraiment dans cette caravane-là que Lisa va vivre les pires moments de sa vie. C'est dans cette caravane-là que Jack va pouvoir violer, agresser Lisa en toute paix dans le dos de Judy. Ou peut-être pas. Bref, tant qu'à moi, elle était au courant. Et elle laissait faire tout simplement. Mais c'est vraiment dans cette caravane-là qu'il va y avoir les pires abus. Lisa va être battue, va être frappée, elle va vivre énormément de traumatisme. Et sa mère ne fera jamais rien, en fait, pour venir la sauver des bras de son beau-père. Et puisque Lisa criait énormément, là, elle se débattait pendant les agressions, Jack va aménager un lit avec plusieurs oreillers où, pour taire Lisa, il va lui mettre un oreiller sur la bouche. Et lorsque ça ne suffisait pas, il prenait la tête de Lisa et la fracassait sur un bloc de béton qu'il avait aménagé dans la caravane. Donc, pourquoi le bloc de béton était là? On pense que c'était pour frapper Lisa ou frapper sa tête contre ce béton-là, donc ça l'assommait et ça faisait que elle ne criait plus. On sait que les chocs qui ont été causés par les blocs de béton sur le cerveau, sur la tête de Lisa, vont lui causer, donc lui provoquer des traumatismes cérébraux qui vont être démontrés plus tard par des IRM cérébrales. Donc, ça l'a vraiment affecté son cerveau, sa boîte crânienne, puis ça lui... On peut se dire que, c'est génial, à un moment, Judy va s'en rendre compte de ce que Jack fait à sa fille, mais pas du tout. À ce moment-là, lorsque Judy va se rendre compte de ce que Jack fait à Lisa, il va pointer une arme sur la tête, pas de Jack, mais de Lisa. Et en lui disant « Comment as-tu pu me faire ça? » En voulant dire « Comment tu veux briser mon couple? » Comme si c'était Lisa, à cette époque-là, qui est âgée de très... Puisque, Lisa n'était plus naïve, eh bien, Judy s'est dit « je vais la vendre. Je vais la vendre tout simplement. » Donc, lorsqu'il y avait des bris dans la maison, que ce soit de la plomberie, de l'électricité, le toit, un mur, elle vendait sa fille pour ne pas avoir à payer les réparations. Donc, en échange de sa fille, elle recevait des réparations gratuitement. On sait que bien vite, Jack va se mettre à offrir sa belle-fille à ses amis et les viols vont vite devenir des viols collectifs. Et il y a beaucoup de fantasmes d'hommes différents et certains, après l'acte, vont lui uriner dessus. C'est ce qu'elle se rappelle le plus souvent du temps.
On sait qu'à l'âge de 18 ans, Lisa va tomber enceinte, mais ce sera pas d'un petit ami, ce sera pas non plus de son beau-père, non, ça va être de son demi-frère, où elle va être forcée de se marier avec lui à cause de sa grossesse. Son demi-frère s'appelle Carl Baumann et ensemble, ils vont avoir 4 enfants. Donc Lisa va enchaîner les grossesses et après la quatrième grossesse, Carl Baumann ainsi que sa mère Judy vont forcer Lisa à se faire l'opération pour ne plus avoir d'enfants. Je pense que c'était pas vraiment ce que Lisa voulait, mais elle a été forcée de le faire pour qu'elle ne tombe plus enceinte. 4 enfants, c'est assez. Les autres ont décidé à sa place que c'était assez. On sait qu'en 1998, Carl et Lisa vont divorcer parce que celui-ci, il arrive juste plus à supporter l'état mental de Lisa qui a énormément de traumatisme. Donc, elle a beaucoup de sautes d'humeur, elle est énormément dépressive, elle est énormément impulsive, agressive et colérique. Donc, elle a vraiment beaucoup de up and down. Elle n'est pas suivie par aucun psychologue, aucun psychiatre, aucun médecin. Elle n'a pas non plus de traitement approprié à son état mental à ce moment-là. On sait que Carl va se remarier et Lisa va également rencontrer un homme du nom de Kevin Montgomery avec qui elle va se marier. Par contre, elle ne mentionne pas à Kevin qu'elle ne peut plus avoir d'enfants et lui, à ce que j'ai vu dans les recherches, il n'en avait pas d'enfants puis il en voulait. Donc, elle va comme lui cacher qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Au fur et à mesure là, de sa relation avec Kevin, elle va feindre 2 fois qu'elle est enceinte, soit entre les années 2000 et les années 2003. 2 fois qu'elle est enceinte, 2 fausses couches. Et par contre, Kevin et Judy le savent très bien qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, mais elle dit que oui. C'est qu'en 2004, elle va rencontrer Bobby Joe Stinnett sur un chat de Chatter Writer Chatter. Et elle va devenir amie. Et là, on sait que Kevin avait commencé des poursuites judiciaires pour pouvoir obtenir la garde complète des enfants parce que Lisa était beaucoup trop instable mentalement. Là, c'était vraiment trop instable pour les enfants et pas du tout sécuritaire. Donc, Kevin voulait absolument obtenir la garde des enfants. En même temps, Kevin commence à dire à Lisa qu'il veut avoir un enfant. Et là, elle ne lui a pas dit et elle ne veut pas lui dire parce que je pense, personnellement, que c'était une honte pour elle de ne plus avoir d'enfants. Et je pense que pour elle, avoir des enfants, ça signifiait que c'était une femme, qu'elle était une femme. Et là, je pense que là-dedans, elle se sentait un peu moins féminine. Bon, j'essaie de me mettre dans sa tête, là, je sais pas, bon bref, à quel point, là, mais je pense vraiment que Lisa se sentait moins féminine de ne plus avoir d'enfants, donc elle l'a caché à son mari. Peut-être qu'elle essaie de se convaincre elle-même, qui sait, et elle l'a pas dit à son mari, et là, ben, elle tombe enceinte. Et Carl dit à Lisa que si elle n'avoue pas la vérité, il va mettre ça dans son dossier pour obtenir la garde. Donc, le mensonge d'une grossesse. Et là, Lisa va tenir son mensonge jusqu'au bout et elle va dire « Non, je suis vraiment enceinte ». Elle va même, lorsqu'elle a des rendez-vous médicaux, par exemple, elle va dire à Kevin que c'est pas nécessaire qu'il soit là, tout va bien. Elle va lui emmener des photos d'échographie qu'elle a fait et elle le faisait. Elle emmenait des photos d'échographie, elle avait des papiers médicaux, tout et tout, donc vraiment, Kevin ne pouvait pas se douter que c'était pas vrai. Mais là, plus le temps avance et plus Lisa se dit « Si je fake encore une fausse couche, Kevin va être hyper déçu. » T'sais, il va vraiment avoir le moral à 0, donc elle peut pas faire ça, elle veut pas le décevoir, mais en même temps, d'un autre côté, elle est comme prisonnière de Carl, qui sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et là, elle doit continuer son mensonge jusqu'au bout. Donc, je pense qu'elle vivait ce mensonge-là au jour le jour. T'sais. Je pense pas que tout ça était prévu. Elle y allait vraiment selon les journées, puis à un moment, elle s'est même mise à acheter des articles de bébé. Donc, des couches, une bassinette, des jouets, une table à langer, des matelas, des couvertures, des toutous, bon, tout ça, des biberons. Elle s'est mise à acheter plein de trucs, donc tout ça pour venir corroborer le fait qu'elle est vraiment enceinte. L'ex de ta femme te dit « Ah, elle peut avoir d'enfants, elle est menteuse. » Mais tu sais, en même temps, c'est des ex, donc c'est sûr qu'il va pas dire du bien d'elle. Donc, pourquoi je la croirais? C'est comme la logique des choses. Et, ben, elle a vraiment tout prouvé, tu sais. Comme je parlais avec mon conjoint, je me disais, est-ce que c'est vraiment possible de faker une grossesse pendant 8 mois? Mais je pense que oui, parce que
tu sais, les hommes sont pas réellement au courant de tout ce qui se passe, à moins que ce soit un gynécologue ou un médecin, là, ou un infirmier, bon bref, mais je pense que c'est assez facile de biaiser un homme en ce qui concerne la grossesse. Tu sais, dans les débuts, les premiers mois, ça paraît pas vraiment, puis c'est pas toutes les femmes qui ont des symptômes. Moi, j'en avais pas de symptômes. Puis j'ai vraiment commencé à avoir un ventre vers 20 semaines. Donc pendant 20 semaines, j'aurais pu faker que j'étais enceinte, faire semblant, j'avais aucun symptôme. Je vomissais pas, aucune rage de nourriture, j'ai pas pris de poids, j'ai même perdu du poids, aucun ventre, donc c'est facile. Puis par la suite, je sais qu'il y a des faux ventres qui existent, donc pour celles qui sont en genre de thérapie parce qu'elles ont perdu un bébé, il y a des thérapies, je pense, qui se font là, de mettre un faux ventre avec des faux bébés, puis bon, de vraiment focaliser sa dépression, sa tristesse sur le faux ventre ou le faux bébé encore. Donc, elle aurait pu se procurer ça sans problème et en acheter des trucs de bébé, bon voilà. Puis, je pense que le fait que Bobbi Jo ait mentionné qu'elle était enceinte, ben ça a comme juste encore plus provoqué le mensonge qui va durer. Et à un moment, ben, elle en est venue à réfléchir au fait qu'elle pourrait voler le bébé de Bobbi Jo Stinnett. Je pense que c'est vraiment après ça que le plan s'est mis en route. Lisa Montgomery va finalement avouer que c'est elle qui a assassiné Bobbi Jo Stinnett. En effet, elles ont prévu un rendez-vous ensemble, soit le 16 décembre 2004, et lorsque Lisa Montgomery va arriver chez elle, elle va frapper chez Bobbi Jo qui va lui répondre, et elle a un ventre bien rond, et là, elle ne pense qu'à ce ventre-là, elle ne pense qu'à ce bébé-là à ce moment-là. Et donc, elle va entrer dans la maison, elle va jouer un peu avec les chiens, mais elle n'est pas vraiment intéressée aux chiens, là, en fait, elle est intéressée au bébé que Bobbi Jo porte. Et elle avait déjà emmené des choses, donc elle avait emmené des couteaux, elle avait emmené beaucoup de choses pour faire une césarienne, dans le fond, à Bobbi Jo, là. Elle avait également emmené une corde, et c'est avec cette corde-là qu'elle va étrangler Bobbi Jo. On sait que Bobbi Jo va tomber inconsciente, puis lorsque Bobbi Jo est inconsciente, c'est là que Lisa va prendre son couteau et elle va commencer à ouvrir le ventre de Bobbi Jo pour voler le bébé. La césarienne, on va dire ça comme ça, là, bon, c'est pas une césarienne, mais vous comprenez, je pense, là. La césarienne, par contre, elle va être réussie, ce qui fait que le bébé ne sera pas endommagé. Ce qui est quand même assez étonnant parce qu'une césarienne, c'est pas facile à faire. On a la peau, on a le gras, ensuite on a la poche. Bon, tout, il faut être sûr de bien faire les choses, là. Mais ça va être bien fait. Et on sait que pendant que Lisa, elle est en train d'ouvrir le ventre de Bobbi, Bobbi va se réveiller. En effet, là, à cause qu'elle se fait ouvrir, c'est comme un choc pour le corps. Donc, elle va se réveiller, elle va se débattre. Et finalement, Lisa va étrangler manuellement Bobbi jusqu'à ce qu'elle suffoque et qu'elle décède. Elle va donc prendre le bébé et Lisa et le bébé vont quitter Skidmore pour se rendre à Topeka, au Kansas, dans le stationnement, dans le fond, de la clinique où Lisa va contacter Kevin pour lui dire qu'elle venait d'accoucher de leur bébé. C'est là qu'on va entrer vraiment dans une partie de la vidéo qui est très intéressante parce que cette affaire-là va vraiment plus loin que le meurtre, que le vol de bébé. Elle se rend même dans le milieu politique avec notre fameux Donald Trump. Donc, on sait que Lisa Montgomery va être accusée par les États-Unis, donc le fédéral, et non pas par les districts. Donc, t'as les districts qui vont accuser les États, et t'as les États-Unis. Et ça, c'est vraiment des crimes très, très majeurs. Donc, c'est pas un petit crime, c'est pas un meurtre simple. Lorsque les États-Unis vont accuser quelqu'un, c'est que c'est vraiment un très, très gros crime. Et Frederick Bouchard vont affirmer que Lisa, elle souffre de troubles mentaux. Donc, Frédéric était l'avocat de Lisa. Il va dire qu'elle souffre de dépression, de troubles bipolaires, de pseudo-céris et de PTSD. Pendant le procès, il y a un neurologue qui va aller à la barre et qui va montrer que les blessures subies lorsqu'elle était adolescente, donc lorsque Jack prenait sa tête et la jetait sur du béton, ont vraiment eu des conséquences très très lourdes. Mais ils vont montrer les IRM qui ont été faits sur le cerveau de Lisa et en effet, il y a énormément de lésions, ce qui aurait pu altérer son jugement, ce qui fait que elle ne peut pas être à 100% responsable de ce qu'elle a fait. On sait également que le neuroscientifique, et là je vais lire là, on sait également que le neuroscientifique Ramachandran
va témoigner et va mentionner que les agressions répétées sur Lisa ont sûrement influencé son pseudo-siéris, et ce qui a fait qu'elle était encore plus prédisposée à développer ce pseudo-siéris. C'est quoi le pseudo-siéris? Le pseudo-siéris, c'est une grossesse nerveuse à la femme qui veut tellement tomber enceinte. Elle va donc finir par développer des symptômes. Donc, son ventre peut même se mettre à gonfler et elle pense réellement qu'elle est enceinte. Son ventre va se gonfler comme si c'était un bébé qui était dedans. Elle peut avoir des rages de nourriture, elle peut avoir des mal de cœur, des vomissements, de la pression, elle peut avoir du diabète dit de grossesse, donc elle peut avoir tous les symptômes, mais il n'y a pas de bébé. Et c'est pour ça tantôt que j'ai dit que peut-être que Lisa se sentait moins femme, moins féminine si elle avouait à Kevin qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, parce que on dirait que selon elle, tout au long de mes recherches, j'ai vraiment eu l'impression que selon elle, la féminité est raccordée aux enfants, à la grossesse, à l'accouchement. Donc, on dirait qu'un ne peut pas aller sans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, là? Ce qui m'a vraiment amené à faire le lien comme, OK, elle veut tellement tomber enceinte qu'elle développe le pseudo-siéris. Et pourquoi elle veut tellement tomber enceinte? C'est comme pour ne pas déplaire à son mari, pour ne pas le rendre triste, pour ne pas le décevoir finalement. Mais malgré tout ce que la défense de Lisa va amener, donc son passé, ses traumatismes, les viols répétés qu'elle a subis, le fait que son ancien beau-père a frappé sa tête contre un bloc de béton, le 22 octobre 2007, elle va quand même être reconnue coupable et elle va être condamnée à la peine de mort. On sait qu'en 2007, la peine de mort pour ce qui est du fédéral avait été mise en pause, me semble, en 2000 ou 2001. Donc, au moment où Lisa, elle est condamnée à la peine de mort, on sait qu'elle ne va pas mourir tout de suite, peut-être jamais même en 2007, parce que, c'était en pause pour du côté fédéral. Par contre, lorsque Trump va reprendre le pouvoir en 2021, il va annoncer que la peine de mort au fédéral, elle est à nouveau en service. On sait que les avocats vont demander la mobilisation pour empêcher la peine de mort de Lisa. Le Guardian David Rose va affirmer dans un article l'incompétence des avocats de Lisa car son enfance dure fut mentionnée seulement lors de l'appel de la sentence. Donc, tout ça aurait dû être mentionné dès le premier procès, ce qui est tout à fait normal selon moi, là. J'ai trouvé ça très bizarre. T'sais, lors de l'appel, oui, mais non. Si vraiment tu veux défendre quelqu'un, tu vas tout garrocher maintenant. Tu n'attends pas un premier appel ou un deuxième appel pour ajouter des éléments. On sait que la Commission interaméricaine des droits de l'homme ainsi que l'ONU vont donc se mobiliser pour la défense de Lisa et demander l'annulation de son exécution. Il y a énormément de choses, de personnes, mais également d'organismes qui vont être contre la peine de mort pour Lisa, tout simplement à cause de son passé et de tout ce qu'elle a vécu. On sait que l'État américain va être accusé d'avoir échoué à protéger Lisa contre les abus physiques, psychiques et sexuels qu'elle avait subis lors de son enfance. Pourtant, c'est dans la nuit du 12 janvier 2021 au 13 janvier 2021 que Lisa Montgomery va être exécutée par injection létale. On entre dans l'analyse de l'affaire parce qu'au fur et à mesure de l'affaire, j'ai découvert beaucoup de choses et beaucoup de contradictions aussi. Tout d'abord, pourquoi il y a tant d'organismes qui ont essayé d'empêcher la condamnation de Lisa, tandis que on n'empêche pas la condamnation d'hommes qui vont assassiner des personnes? Premièrement, parce que c'est une femme. Et deuxièmement, à cause de tous les traumatismes qu'elle a vécus. Et que, troisièmement, elle paraissait si naïve, si frêle, si fragile, qu'on dirait que ça venait un peu enlever le poids de ce qu'elle avait fait. Par contre, dans toute cette affaire-là, on oublie la victime, qui est Bobby Joe Stinnett. Cette journée-là, le 16 décembre 2004, elle a non seulement perdu la vie, mais elle a également perdu son bébé. Elle a également perdu le droit de vivre, le droit d'élever son enfant et le droit d'être une mère. Donc ça, on n'en parle jamais. On n'en parle pas. Dans cette affaire-là, on parle vraiment de Lisa Montgomery qui prend toute la place. Et là, quand on parle de pseudo-siéris, donc ce qui est le fait que le corps va développer des symptômes de grossesse alors qu'on n'est pas enceinte, tout simplement parce qu'on tient absolument à tomber enceinte, on sait que l'accusation ne sera pas en accord du tout
avec la défense, tout simplement parce qu'ils vont retrouver dans les dossiers que 2 mois plus tôt, soit en septembre 2004, dans une déclaration pour la sécurité sociale, Lisa avait inscrit qu'elle n'était pas enceinte. Si elle avait vraiment cru qu'elle était enceinte, donc à un moment donné, à force de se faire dire quelque chose, on finit peut-être par le croire, elle aurait écrit qu'elle était enceinte. Or, elle était très consciente qu'elle n'était pas enceinte. Parce que si elle avait écrit qu'elle est enceinte, il aurait fallu qu'elle le prouve. Donc, qu'elle aille voir le médecin, qu'elle ait des papiers médicaux comme quoi qu'elle est enceinte. Dans le pire des cas, des photos d'échographie, bon, peu importe. Il aurait fallu qu'elle le prouve. Or là, elle ne pouvait pas le prouver, donc elle a marqué non. Donc, on sait que l'accusation ne comprendra pas vraiment pourquoi la défense a plaidé la folie. Parce que clairement, Lisa Montgomery n'était pas folle, elle n'était pas en psychose. Tout était méticuleusement planifié. Lorsque Bobby Joe Stinnett tombe enceinte et l'annonce, Lisa tombe enceinte et l'annonce. Et là, d'ailleurs, ça remonte même à avant. On sait que Lisa et Bobby Joe Stinnett se sont rencontrés lors d'un salon d'élevage canin. Et on sait que, bon, je sais pas exactement pourquoi, mais Bobby Joe Stinnett a tapé dans l'œil de Lisa. Et donc, Lisa va commencer à suivre Bobby Joe Stinnett sur son salon de discussion, mais également sur ses réseaux sociaux. Et je pense, j'ai l'impression que ça a comme juste été une porte d'entrée pour Lisa. Lorsque Bobby Joe Stinnett va annoncer qu'elle est enceinte, ben Lisa va prendre cette porte-là et boum, elle va annoncer qu'elle est enceinte. Ça, c'est... Faudrait en reparler dans une autre vidéo, là. Être une mère, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. On dirait que encore dans notre société d'aujourd'hui, être une femme, c'est pouvoir porter des enfants, bref. Et je pense que dans la tête de Lisa, à ce moment-là, on est quand même en 2004, ça fait quand même une couple d'années de ça, ben c'était encore comme ça. On demandait toujours aux femmes qui n'avaient pas d'enfants, comment ça t'as pas d'enfants? T'as pas réussi ta vie si t'as pas d'enfants. Et donc, ça a vraiment été une porte d'entrée et c'est à partir de ce moment-là que le plan machiavélique de Lisa va commencer. C'est à partir d'une petite chose, elle voulait pas décevoir Kevin, elle annonce qu'elle est enceinte pour lui faire plaisir peut-être. On sait que Carl va lui dire « T'es pas enceinte, arrête de mentir, je vais le mettre dans le dossier pour la garde des enfants ». Ça a mis un stress sur les épaules de Lisa et là, elle s'est comme sentie obligée de continuer le mensonge. Et voilà que 8 mois plus tard, elle se rend chez Bobby Joe Stinnett, l'assassine, et vole son bébé. Tout ça, c'était planifié, c'était prévu, et même lors du meurtre, c'était prévu. Elle a emmené un couteau et de la corde. Donc, tu sais, et en plus, elle a pris une fausse identité. Donc non, elle n'était pas folle. Puis là, il y a une question qui s'est posée dans cette affaire-là. C'était pour ou contre la peine de mort. Il y a eu beaucoup de discussions face à ça, surtout au niveau du public. Sa sœur Diane, on sait qu'elle a énormément parlé de la peine que sa sœur Lisa avait reçue. Elle a beaucoup parlé aussi de leur enfance, de ce qu'elles ont vécu, enfin jusqu'à ce que Diane quitte le domicile. Après, elle était pas vraiment au courant, mais elle se dit ne pas être surprise de savoir ce que Lisa a subi, justement parce qu'elle connaissait Judy aussi, là. Donc, elle la connaissait, puis elle connaissait le genre d'homme qu'elle avait l'habitude de ramener à la maison. Donc, elle ne se dit pas surprise, puis elle dit que si Lisa avait été adoptée par une famille aimante, jamais elle n'aurait fait ça. Mais en effet, ça, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qu'on vient d'apprendre. L'environnement et l'éducation vont énormément jouer sur l'adulte qu'on va devenir, sur les perspectives qu'on va avoir, sur la vision du monde qu'on va avoir, sur nos valeurs, nos émotions, notre comportement et notre personnalité aussi. C'est pas nouveau. Par contre, justement, on n'a pas trouvé de lien entre ce qu'elle a fait et ce qu'elle a vécu. Par contre, j'ai déjà trouvé dans des articles, je peux pas vraiment dire la source, je me rappelle pas, mais ce que je me rappelle de l'article, c'était qu'il y a des études qui ont démontré qu'il y a énormément de victimes d'actes criminels et encore sexuels qui, devenant adultes, ont développé de la pseudo-siéris. Donc, ce qui est le fait de croire qu'on est enceinte avec tous les symptômes sans être enceinte. Mais je vois pas vraiment le lien, mais bon, bref, voilà. Et là, personnellement, comme vous le savez, je suis contre la peine de mort et je veux pas faire de débat ici, mais
je suis entièrement contre la peine de mort. Je pense que tout le monde peut être utile, que ce soit pour la société, là. Même en prison, on peut être très utile, selon moi. Je trouve que la peine de mort, c'est un petit peu farfelu, je trouve, comme peine, parce que, vu que t'as tué, on va te tuer. Alors que, dans l'éducation des enfants, on essaie de démontrer le contraire, tu sais, c'est pas parce que ton ami t'a frappé qu'il faut que tu le frappes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu contradictoire. On voit que... En tout cas, je trouve que c'est une mentalité très contradictoire, puis je pense vraiment que tout le monde peut être très utile dans la société, même en prison. On peut faire des bottes à câble d'acier, on peut faire des uniformes des médecins, des infirmières, des uniformes des soldats, on peut préparer des repas pour des organismes à but non lucratif, on peut coudre des habits, des vêtements, des couvertures pour les centres de dons, pour des organismes à but non lucratif encore. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire aux prisonniers. Et là, je parle de tout criminel confondu. Bon, évidemment, vous me direz sans doute ouais, tu dois penser comme ça parce que t'as pas... Oui, j'ai des gens dans mon entourage qui ont été assassinés, puis c'est sûr qu'il y a un cheminement qui se fait avec ça. Mais je pense quand même que tout le monde reste utile. Puis sincèrement, c'est facile, je trouve, tuer quelqu'un parce qu'il a tué quelqu'un. Il y a pas de peine rendue là. Donc t'as pas le droit de vivre, mais en fait, il faudrait qu'ils vivent pour la société, qu'ils doivent vivre pour quelque chose, pour quelqu'un. Donc je pense que ça serait encore pire que de mourir. Donc, comme je l'ai dit, fabriquer des uniformes, des vêtements, des couvertures, de la nourriture pour les sans-abri, pour les personnes n'ayant pas d'abri, des repas pour des associations, centres, foyers d'accueil, nettoyer des voitures des policiers, des ambulanciers encore. Je sais que dans les prisons, il y a des emplois, mais c'est des emplois qui sont pour la prison, donc des blanchisseries, les salles de lessive, lavage, la bibliothèque, la conciergerie, la cuisine, donc les repas pour les détenus. Ça, c'est vraiment dans la prison, mais moi, je parle plutôt au sein de la population. Donc, qu'est-ce que le détenu peut faire pour se racheter du crime qu'il a commis? Je pense que ça serait des avenues qui sont quand même exploitables. Par contre, évidemment que si on fait ça, et je sais pas si c'est comme ça aux États-Unis ou encore au Canada, mais si on fait ce genre de choses-là parce que c'est pas encore appliqué, par exemple, c'est sûr qu'évidemment, il y a des règles à ne pas dépasser. Donc, c'est pas parce que tu travailles pour la société que ta peine de prison va être réduite. Donc, ta peine de prison, c'est prison à vie. Tu vas rester prison à vie, tu vas travailler toute ta vie jusqu'à ta mort pour te racheter pour la société, donc les coûts que tu auras fait à la société. Parce qu'il faut pas oublier non plus que les funérailles, c'est coûteux. Mettre quelqu'un sur une enquête, mettre des enquêteurs sur des enquêtes, c'est coûteux aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très coûteuses et c'est pas seulement, on parle pas juste de la vie, mais on parle aussi du coût que ça l'a engendré. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert quelque chose. Donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas nos impôts qui payent le prisonnier, mais c'est le fonds de soutien à la réinsertion sociale. Et ce fonds-là, de soutien à la réinsertion sociale, c'est pas nous non plus qui payons en tant que citoyens. C'est un pourcentage du revenu du prisonnier. Donc, ça peut être par exemple des profits générés par les contrats des ateliers de travail. Ça peut être des profits de la cantine, un prélèvement de 10% sur le salaire versé aux détenus, une ristourne sur les appels téléphoniques effectués par les personnes incarcérées. Donc, quand on vous dit cet appel provient de à vos frais, dites oui pour accepter ces frais. Donc, c'est ça. C'est pas nos impôts à nous qui payent. En fait, on paye pas pour les prisonniers. C'est vraiment eux qui payent. Mais en plus de faire leur travail et d'avoir une rémunération, parce qu'ils peuvent être rémunérés pour le travail qu'ils font dans la prison, leur famille aussi peut leur envoyer de l'argent. Donc, je pense quand même que ce serait une bonne alternative. Puis je pense que ça aurait été vraiment une meilleure alternative pour Lisa Montgomery de passer sa vie en prison et de devoir, je sais pas, moi par exemple, coudre des vêtements pour bébé. Mais vous voyez le genre, tu sais, je trouve ça trop facile. Je te tue parce que tu as tué. Mais moi, ce que je fais, c'est légal. Je te tue, légal. On sait que, anyway, la peine de mort n'existe plus au Québec. Donc, je sais pas pourquoi je me prends la tête à parler de ça, parce que ça n'existe plus. Mais il y a quand même dans d'autres pays que ça existe
encore en 2025. Il y a d'autres États que ça existe encore en 2025. C'est pas un de mes enfants qui a été assassiné, c'est pas ma soeur, ma mère, bon, peu importe. Donc, il y a des gens autour de moi, oui, qui l'ont été, puis l'assassin a fait de la prison. Il est aujourd'hui sorti. Alors, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain sujet la semaine prochaine. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez également activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez partager les vidéos de la chaîne, ça va me faire très 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 plaisir d'agrandir la famille. Puis, n'hésitez pas à commenter parce que je vois qu'il y a beaucoup de visionnements sur mes vidéos. Mais il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc tout le monde a quelque chose à dire là, sur un sujet. C'est impossible que tu n'aies rien à dire. Donc, n'hésite pas à commenter. Je crois la semaine prochaine ou l'autre, ça va être un très très gros sujet. C'est une affaire qui est extrêmement connue, mais j'ai pas encore terminé mes recherches, donc je sais pas pourquoi j'en parle. Mais ça va être une grosse affaire, je pense que les gens... C'est une histoire que les gens adorent, que les gens aiment, surtout dans l'enquête. On va se plonger dans une enquête et on va essayer ensemble de découvrir qui est le ou la tueuse. Alors, ciao ciao!